Une fois ce travail de création achevé, mes tantes peuvent respirer. Le reste est un amusement agréable. Lorsque les ustensiles sont secs, il faut les décorer. La terre glaise employée à leur fabrication est jaunâtre ou rouge. Les cruches, les pots, les jarres et en général tous les objets qui ne doivent pas aller sur le feu sont enduits d'une couche d'argile blanche qu'on frotte avec un galet. Le polissage n'est pas compliqué. Baya et même Titi se voient confier tantôt une gargoulette, tantôt leur propre cruche. Il faut apprendre à s'appliquer. C'est sur ce fond lisse, blanc et brillant que Nana et Khalti font leurs dessins. Les larges ceintures, les losanges, les carrés et les cercles sont tracés en rouge avec un grossier pinceau de laine. Quant aux traits noirs, fins et droits, nul ne sait les tirer comme Nana avec des crins indisciplinés. Il faut une patience et une délicatesse de fée pour manier ce capricieux pinceau fait de quelques crins de mulet. Ce cheveu flexible qui se tortille et promène un peu au hasard, sa gouttelette noire sur une surface immaculée. Nana réussit les angles avec la précision d'un géomètre. Elle réalise d'élégants damiers. Elle sertit dans un liseré infaillible tous les gros dessins rouges plaqués par Khalti qui tient le pinceau de laine. Tout ce travail occupe mes tantes pendant le printemps. L'été est le moment le plus favorable pour la cuisson. Elles n'ont pas besoin d'attendre. Le tas de bois est préparé depuis longtemps. Le jour de la cuisson est un grand jour. Il est fixé à l'avance avec la plus grande circonspection. Il ne peut être ni un jeudi ni un vendredi, car il ne faut pas contrarier le prophète. L'usage élimine le lundi pour des raisons obscures. De mémoire de potière, les meilleures cuissons s'obtiennent le mardi ou le mercredi, pourvu que les conditions atmosphériques soient favorables. Il faut un ciel pur, un temps sec. La moindre brise peut causer des dégâts, car l'opération a lieu en plein air, en dehors du village. Malgré toutes ces précautions, les potières savent qu'il y a des risques. Inexplicables, l'imprévisible, la chance ou le hasard. Quand le feu est allumé, le cœur se serre d'angoisse. Parfois le bûcher crépite, des ustensiles éclatent, comme des pétards. Le travail d'une saison se récolte en débris tordus par le feu ou en vases craquelés, lézardés, inutilisables. Alors il ne reste plus qu'à pleurer. Lorsque la cuisson est réussie, ma mère et mon père partagent la joie de mes tantes. Nous savons que le grain montera assez haut dans le rot à Koufi. En effet, les petits objets sont troqués. Contre ce qu'ils peuvent contenir d'orge, les cruches sont cédées pour une demi-mesure, un décalitre, les grandes jarres pour une mesure entière. Du coup, mes tantes amassent de quoi passer l'hiver. Mon père est rassuré sur leur compte. Il feint de ne pas s'apercevoir que ses enfants en profiteront. Mais sa façon d'aider discrètement ses belles-sœurs dans leur entreprise indique bien qu'il s'intéresse à la réussite. C'est bien lui qui trouve et prépare le gros bois, qui engage ma mère et Baya à porter l'argile et à décharger mes tantes des menus soucis domestiques. Le jour de la cuisson, il veille sans en avoir l'air pour garder le bois déposé la nuit à l'emplacement choisi. À l'aube, mes tantes le trouvent sur place. Il assiste à l'allumage.
Une fois les ustensiles cuits, il y a toujours affluence de femmes et de filles qui veulent aider à les transporter, mais qui n'hésiteraient pas à en voler. Mes tantes perdent la tête dans ce beau tumulte, mais mon père est là, un peu à l'écart, rien ne lui échappe. L'échange des ustensiles ne prend guère de temps. Au bout de quelques jours, la maison se vide, l'orge est enfermée, et nous nous retrouvons au large chez mes tantes. En effet, le travail de la laine est un travail de fourmi. Mais il ne demande pas trop de place. Le métier à tisser est tendu verticalement sur 2 perches, à faible distance du mur. Il peut rester là aussi longtemps que l'on veut. Mes tantes y passent en quelque sorte leur moment perdu. Elles s'assoient, alors, le dos appuyé au mur, introduisent les brins de la trame entre les fils de la laine et tassent avec un peigne de fer. C'est une occupation qui n'empêche pas les bavardages. Lorsque le métier n'est pas encore dressé, mes tantes sont occupées soit au cardage de la laine lavée, soit au filage de la chaîne à l'aide de la quenouille et du fuseau. Nana est très adroite. Ses fils de chaîne sont durs et aussi fins que des cheveux. Elle sait reproduire sur le tissu toutes les lignes qu'elle dessine sur les cruches. Khalti est encore plus nerveuse devant la laine que devant l'argile. J'entends encore ses coups de peigne, du bruit sourd et précipité, avec des arrêts brusques, des reprises inattendues, une allure saccadée de machine récalcitrante. Lorsqu'elle s'arrête, c'est qu'elle a rompu un fil de la laine. Il faut nouer les bouts. Nana n'est pas contente. Mais si elle le montre trop, Khalti se lève et abandonne la partie. Alors on n'entend plus que le choc harmonieux du peigne de Nana. On est sûr qu'il se fait du bon travail. Souvent, Nana veille pour avancer son ouvrage à la pâle lueur d'une lampe à pétrole, fumeuse et malodorante. Combien de fois me suis-je endormie entre Khalti et Baya, bercée par le tambourinage familier du peigne. Quand le sommeil ne vient pas, pendant que Nana travaille, nous racontons des histoires. Je dois dire que ces histoires m'attiraient beaucoup chez mes tantes. Mon père et ma mère ne nous en racontaient jamais. Veiller avec eux n'avait rien d'agréable. Ce n'était que calculs, projets, discussions, auxquels je ne comprenais rien et qui ne réconfortaient personne. Parfois c'étaient des critiques ou des médisances qui me faisaient haïr un voisin ou un parent. Avec Khalti, c'était différent. Pendant les récits, nous étions, elle et moi, des êtres à part. Elle savait créer de toutes pièces un domaine imaginaire sur lequel nous régnions. Je devenais arbitre et soutien du pauvre orphelin qui veut épouser une princesse. J'assistais tout-puissant au triomphe du petit Bridesh qui a vaincu l'ogresse. Je soufflais de sages répliques au Heisheishi qui tente d'éviter les pièces du sultan sanguinaire. Ils sont loin les fronts soucieux et les soupirs de mes parents par les interminables nuits d'hiver. L'histoire coule de la bouche de Khalti et je la bois avidement. C'est ainsi que j'ai fait connaissance avec la morale et le rêve. J'ai vu le juste et le méchant, le puissant et le faible, le rusé et le simple. Ma tante pouvait me faire rire ou pleurer.
Certes, je n'aurais jamais compati d'aussi bon cœur à un vrai malheur familial. Le destin de mes héros me préoccupait davantage que les récits de mes parents. Tout cela parce que ma tante s'y laissait prendre elle-même. À l'entendre raconter, on sentait qu'elle croyait à ce qu'elle disait. Elle riait ou pleurait, tout comme son neveu. Lorsque le dénouement était trop triste, nous nous couchions avec la même impression d'angoisse que je me serrais peureusement contre elle. Elle avait la tête farcie de superstitions. Bientôt je fus aussi bien renseigné qu'elle sur les revenants, la mule ou l'outre des morts, le cri anniversaire des assassinés, les processions de fantômes qui annoncent les épidémies. Je connus les métamorphoses de la perdrix, du chardonneret, du singe ou du hibou. Mon imagination acceptait tout avec plaisir. Je pouvais tout entendre bien à l'abri, sous les couvertures, entre Baïa et Khalti, la porte et le portail ayant été précautionneusement fermés depuis la tombée de la nuit. Mais quand par hasard je mettais le nez dehors, je sentais mes cheveux se dresser. J'avais la chair de poule. Je courais comme un fou, ou bien j'étais cloué sur place par la terreur. Je me voyais escorté par quelques fantômes. Je croyais entendre des voix et des pas qui me poursuivaient. Oh, j'ai bien payé la joie d'entendre conter Khalti, puisque même à présent, je n'ai pu me défaire de certaines frayeurs. J'ai beau me raisonner, je ne vaincrai jamais l'espèce de répulsion que j'éprouve en face des morts. Je ne traverserai jamais la nuit avec tout mon sang-froid le grand cimetière de Tizi. Le ululement des oiseaux nocturnes me paraîtra toujours lugubre et chargé de mélancolie, sinon de mauvais présages. Néanmoins, je suis reconnaissant à Khalti de m'avoir appris de bonne heure à rêver, à aimer créer pour moi-même un monde à ma convenance, un pays de chimères où je suis seul à pouvoir pénétrer.